Bienvenue dans cette vidéo de la Maison du cinéma asiatique. Le kung-fu fait partie des grandes icônes culturelles de la Chine et a été largement mis à profit par le monde du cinéma. Au sein du cinéma d'arts martiaux chinois, on distingue deux genres, le wuxiapian et le film de kung-fu. Dans le premier, on évolue dans un passé idéalisé où de multiples chevaliers héroïques et clans martiaux s'affrontent dans ce qu'on appelle le monde des arts martiaux, le Jianghu. Le film de kung-fu, lui, met davantage l'accent sur la réalité des combats et la dureté des entraînements pour parvenir à atteindre un degré de maîtrise martiale. Si le cinéma d'arts martiaux semble être une évidence aujourd'hui, il fut un temps où le genre faisait l'objet de multiples débats politiques et sociaux et fut même interdit en Chine. Dans cette vidéo, nous allons voir l'histoire du cinéma d'arts martiaux sur le continent, du sommet de sa popularité à sa mort jusqu'à son ultime résurrection. L'âge d'or du wuxiapian eut lieu durant les années 1920 et 1930 dans ce qui était alors considéré comme à la fois le Paris et le Hollywood de l'Est, Shanghai. La question du premier wuxiapian fait encore aujourd'hui l'objet de discussions. Pour certains, il s'agit du premier film en costume produit en Chine, Dingjun Mountain, réalisé en 1905. Film d'opéra consistant en 3 segments, on y voit quelques figures martiales et acrobatiques. Pour d'autres, il s'agit de Lady Knight Li Fei-Fei, sorti en 1925, et qui voit le personnage titre interprété par Fen Hua, elle aussi une star de l'opéra. Celle-ci joue une chevalière qui va aider un couple d'amants à concrétiser leur amour, malgré les machinations de leurs familles respectives et de leur entremetteuse. Si pour les premiers pas du wuxiapian sur les grands écrans, les cinéastes purent se baser sur l'impressionnant corpus de littérature martiale passée et présente, il est bon de noter que leur motivation principale était de contrer le succès des productions hollywoodiennes comme Le Voleur de Bagdad ou Robin des Bois, des titres fort populaires auprès du public local. Les cinéastes trouvèrent dans le wuxiapian un équivalent spécifiquement chinois à même de rivaliser avec les films d'aventure étrangers et ainsi restaurer la place des valeurs chinoises face à une influence occidentale croissante considérée comme dangereuse. Très rapidement, le succès fut au rendez-vous et c'est une pluie de wuxiapian qui s'abattit soudainement sur la Chine. Au fur et à mesure, les affrontements martiaux prirent de plus en plus de place au sein des métrages. Dans une dynamique parallèle, le genre commença également à intégrer de plus en plus d'éléments fantastiques. La soudaine popularité du wuxiapian eut une conséquence inattendue. D'abord loué pour sa promotion d'un héros chinois fort et des valeurs traditionnelles, le genre fit rapidement l'objet de vives critiques de la part d'intellectuels de tous bords. Pour eux, ces films faisaient l'apologie de la superstition et de la pornographie. Leur influence fut telle que le Kuomintang mit en place un comité de censure en 1931 avec pour cible principale les wuxiapian. En 1935, sous l'effet de cette nouvelle politique, seuls quelques studios basés à Canton parvenaient encore à produire une poignée de films de chevalerie. Quand le Japon envahit la Chine en 1937, une partie de Shanghai fut déclarée neutre. C'est dans ce contexte particulier que le wuxiapian put à nouveau se développer et connut un deuxième pic de popularité. L'occupation de la ville par les Japonais en 1941 mit fin à cette courte mais faste période pour le wuxiapian. En 1949, la guerre civile entre le Kuomintang et les communistes prit fin. Mao et les siens avaient réussi à prendre le pouvoir. Les communistes ne perdirent pas de temps à mettre en œuvre leur programme. Bien organisés grâce à leurs années de guerre, ils mirent en œuvre une série de réformes économiques et sociales. D'abord prudent, le nouveau pouvoir accrut rapidement l'intensité de ses mesures dès le début des années 1950, bien décidé à rattraper son grand frère soviétique. À l'image de ce dernier, une grande importance était accordée au cinéma comme outil d'éducation et de propagande. Et pour cause. Le Parti communiste chinois avait basé son succès sur le soutien de la population des campagnes. Une classe paysanne peu éduquée et donc plus susceptible d'être touchée par le média cinématographique que la littérature politique. Les autorités firent donc rapidement le ménage. Tous les films antérieurs à l'accession au pouvoir furent interdits, tout comme les films en provenance des États-Unis et de Hong Kong. À l'image du cinéma soviétique avant elle, la République populaire de Chine promut un cinéma dit de réalisme social. Il s'agissait avant tout de coller à la réalité tout en vantant l'idéal communiste. Un exercice difficile tant les deux n'allaient pas forcément dans le même sens.
Dans ce contexte, on comprend bien que le wuxiapian n'avait pas sa place. Considéré à nouveau comme un genre néfaste, influençant le public à demeurer soumis aux anciennes superstitions, il fut banni des grands écrans du pays. Pour autant, il ne faut pas croire que le genre disparut complètement de la Chine durant cette période de maoïsme forcené. Les chevaliers des temps anciens conservèrent une présence à travers d'autres types de films. Ainsi, Roi des singes, une adaptation animée de la célèbre Pérégrination vers l'Ouest réalisée par Wan Liming et projetée dans les salles locales en 1964, reçut un bon accueil de la part du public. Mais la révolution culturelle renvoya de nouveau les chevaliers chinois aux poubelles de l'histoire, en tout cas pour une décennie. À la fin des années 1970, début 1980, Deng Xiaoping mit en œuvre une politique d'ouverture. Fini la rigueur maoïste, la Chine populaire allait lentement s'ouvrir à l'étranger et intégrer une dose de capitalisme à son système. Le cinéma suivit logiquement la voie dictée par le nouveau secrétaire du Parti communiste. À partir de 1977, les studios commencèrent timidement à se débarrasser des critères contraignants des opéras révolutionnaires, et les films d'arts martiaux commencèrent à faire leur grand retour sur les écrans du pays. C'est ainsi qu'en 1979, le réalisateur Tang Xiaodan réalisa Haolei Yilan. Le film, situé en 1643 près du fleuve Amour, raconte comment une chef de tribu parvient à regrouper différentes minorités afin de repousser l'envahisseur russe. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un wuxiapian à proprement parler, cette ambitieuse superproduction en costume prépare le terrain pour un retour imminent du genre sur les grands écrans de la République populaire de Chine. La même année, un dessin animé intitulé Le Prince Neza contre le Roi Dragon et réalisé par Wang Chushen traite de la légende du héros au cerceau magique. Dans cette entreprise de reconstruction du cinéma martial chinois, deux figures majeures vont se distinguer, Zhang Huashun et Cheng Xingyim. Diplômé de la Beijing Film Institute en 1962, Zhang Huashun travailla dans l'industrie cinématographique chinoise en tant qu'assistant réalisateur pendant plusieurs années. Quand il fut sur le point de passer à la réalisation, la révolution culturelle éclata. Comme beaucoup d'autres membres de l'industrie cinématographique chinoise, Zhang fut déporté dans la campagne. Le retour à une relative normalité dans le pays et dans l'industrie du film suite aux directives du premier secrétaire Deng Xiaoping lui permit de retrouver le chemin des studios de cinéma. Passant enfin à la réalisation en 1980, il mit en scène Mysterious Buddha, un film d'aventure comportant un peu d'arts martiaux, et Le Champion de Tianjin, un pur film de kung-fu. Grâce au succès de ces films, le kung-fu redevint un sujet populaire en Chine. Logiquement, Zhang entama la deuxième partie de ses ambitions, ressusciter le wuxiapian. Il travailla un temps sur une adaptation du classique de la littérature chevaleresque chinoise Au bord de l'eau, mais finit par abandonner le projet pour d'autres réalisations plus simples à monter. C'est Cheng Xingyim qui poursuivit l'entreprise entamée par Zhang Huashun. Cheng Xingyim, lui, a fait sa carrière dans l'industrie cinématographique vibrante de Hong Kong. D'abord monteur, il obtint sa première mise en scène en 1964, intitulée Treasure Island. Il se fit rapidement une spécialité des films d'arts martiaux. Dans ce registre, son premier titre de gloire est The Jade Bow, un ambitieux wuxiapian. Tout au long de sa carrière, il resta fidèle à son premier studio, la Great Wall, un des derniers représentants des studios de gauche de la ville. Quand la Chine continentale finit par s'ouvrir sous l'impulsion de Deng, Cheng fut bien déterminé à participer au renouveau de l'industrie cinématographique locale. Ainsi, en 1982, il réalisa Le Temple de Shaolin, un film de kung-fu destiné à montrer un nouveau visage de la Chine et faire étalage de ses talents. Tout comme Le Champion de Tianjin, le film fut un carton, mais contrairement à ce dernier, il dépassa les frontières du pays. Les films d'arts martiaux étaient de nouveau en odeur de sainteté dans la République populaire. Si c'est le kung-fu qui s'imposa dans un premier temps, le wuxiapian prit rapidement son propre essor.
En 1985, c'est The Meeting of Two Heroes qui sortit sur les écrans. Réalisé par Chen Weiwei, le film adapte le roman Li Qicheng par Yao Shuilin, consacré au héros de l'époque Ming du même nom. En 1986, c'est l'histoire du célèbre Gengis Khan qui fut portée sur les écrans dans une ambitieuse superproduction réalisée par Chan Shangqi. Les choses s'accélérèrent en 1987, année où 5 films appartenant au genre furent produits. Cette nouvelle génération de wuxia-pian chinois se distinguait de ses confrères hongkongais et taïwanais par des tournages systématiquement en extérieur et une esthétique rugueuse. Des personnages étaient des héros en souffrance, s'accrochant à leurs idéaux chevaleresques en dépit d'un monde injuste. C'est au vétéran Chung Sing-im que l'on doit en 1988 la première réussite majeure du wuxia-pian chinois post-révolution culturelle. Yellow River Fighter voit le metteur en scène collaborer à nouveau avec l'acteur Yu Chenghui, le grand méchant de la trilogie Shaolin. Le film raconte l'histoire de Ma, un valeureux épéiste, évoluant durant l'époque des royaumes combattants. Le chevalier n'a pas eu la vie facile. Désespéré par la mort tragique de sa fille, il s'est réfugié dans l'alcool et perd progressivement la vue. Ses déambulations l'amènent du côté du fleuve jaune, où il se donne pour mission d'apporter la paix et la justice autour de lui. Tourné réellement sur les bords du fleuve jaune, le film de Chung Sing-im évoque de manière subtile la révolution culturelle. Ma, héros vieillissant, est le rescapé d'une telle phase destructrice, et en dépit des nombreuses séquelles physiques et psychologiques qu'il en a reçues, il continue à croire à ses idéaux de justice et de progrès. Il est en cela le symbole d'une partie des intellectuels ayant survécu à la révolution culturelle. L'univers du film est donc à la fois cruel et optimiste, à l'image de la Chine des années 1980. Autre film d'importance dans l'affirmation d'un wuxia-pian à l'identité spécifiquement chinoise, The Swordsman in Double Flag Town, réalisé par He Ping en 1991. Le film est l'aboutissement sergio-léonien du wuxia-pian chinois. Les personnages sont constamment sales et mus par des sentiments primaires. Les bâtiments délabrés et l'environnement hostile. Renforçant encore cette impression, les dialogues sont réduits au minimum et privilégiant avant tout le visuel pour raconter son histoire. Le metteur en scène joue d'autant plus sur cet aspect que le récit tourne autour de la perception et de l'apparence des personnages. Un chevalier vertueux peut cacher un rusé manipulateur, un innocent paysan peut se révéler un dangereux combattant. Une vision particulièrement sombre du Jianghu. En 2000, un événement choqua le monde du cinéma chinois. Tigre et Dragon de Ang Lee, une production multinationale incluant les États-Unis, rencontra un succès planétaire. Le fait qu'un wuxia-pian, un style de film par essence chinois, ait ainsi été approprié par les États-Unis et dans une moindre mesure Taïwan, fut jugé comme une humiliation. La Chine continentale décida donc de se réapproprier le wuxia-pian et de s'assurer qu'il délivre un message politiquement en ligne avec le pouvoir. La première étape dans cette direction fut la production de Héros de Zhang Yimou. Le réalisateur de la 5e génération mit son indéniable talent au service de cette entreprise, proposant un spectacle esthétique époustouflant à la gloire du pouvoir en place. La deuxième étape fut la mise en place d'un accord de coproduction entre la Chine et Hong Kong. Ainsi, les productions hongkongaises purent pénétrer le marché chinois sans être bloquées par les sévères quotas continentaux, sous réserve de se plier aux règles de censure locale et d'utiliser un certain nombre de talents du pays. Films d'action et historiques en costume, impliquant des budgets conséquents, se relocalisèrent vers Pékin et Shanghai. Devant s'adapter à un marché bien différent de celui de Hong Kong ou du reste du sud-est asiatique, les producteurs et cinéastes hongkongais réorientèrent leurs films pour satisfaire les goûts du public chinois et du gouvernement. Le résultat, ce sont des films hybrides avec une personnalité partiellement hongkongaise et partiellement continentale. Le premier film consacré au maître de Wing Chun Ip Man en est un exemple emblématique. La première partie reprend les traditions hongkongaises en matière de films de kung-fu
rappelant les comédies kung-fu de la fin des années 70 début 1980, comme Martial Club de Loc Carlin. Mais la deuxième s'inscrit elle dans une tradition plus continentale de victimisation et d'héroïsation de la Seconde Guerre mondiale. Même la photographie s'adapte aux standards utilisés en Chine pour décrire la période. Avec le temps qui passe, cette hybridation tend à privilégier de plus en plus nettement les thèmes continentaux, comme l'atteste le 4e épisode de la série, promouvant une union de tous les Chinois en tant qu'ethnie et nationalité contre un modèle américain raciste et hypocrite, ou encore la filmographie récente de Dante Lam faisant l'apologie de l'armée chinoise. Tout comme aux États-Unis, ce sont les blockbusters, locaux et étrangers, qui occupent sans partage les écrans de la Chine. Mais il existe également tout un écosystème de films d'exploitation à moyen ou petit budget, qui a trouvé à prospérer grâce au développement récent des plateformes de streaming locales. Tencent, Youku ou encore Ichiyi produisent désormais à la chaîne des films pour attirer et fidéliser les clients. Et l'action, le wuxiapian, sont les genres favoris de ces producteurs direct-to-vidéo. C'est là que se trouve l'exploitation chinoise, dans un mouvement qui n'est pas sans rappeler ce qui se passait à Hong Kong lors de l'âge d'or de son cinéma. Quand la série Les Ip Man de Wilson Yip et Raymond Wong cartonne sur les grands écrans, on voit apparaître en vidéo Ip Man and the Four Kings, Young Ip Man Crisis Time, et Ip Man Kung Fu Master, ce dernier avec Denis To dans le rôle titre, lui qui avait déjà incarné le maître de Wing Chun pour Ip Man une légende est née. Quand le Mulan de Disney est sur le point de sortir, ou même après, on voit apparaître Matchless Mulan, Mulan the Heroine, ou encore Mulan Legend. Dans ce microcosme, un nom qu'on aurait pu croire dépassé continue à étendre son influence. Ce nom, c'est celui de Tsui Hark. Dans les années 1980 et 1990, le barbichu avait été une véritable locomotive de l'industrie hongkongaise. C'était lui qui avait initié la mode des sous-histoires de fantômes chinois ou la vague du néo-wuxiapian. La puissance inspiratrice de ces créations pèse d'un poids étonnamment lourd sur le public et l'industrie du continent. C'est évidemment le cas de la série des Détectives Dee, qui marqua son premier succès commercial spécifiquement construit pour le continent et sa réorientation plus générale vers la Chine. Depuis, plus d'une dizaine de Détectives Dee sont apparus sur les plateformes chinoises. Tous adoptent la structure du premier film, avec un mystère teinté de fantastique que le fameux détective va élucider via des explications plus ou moins scientifiques. Le tout entrecoupé de diverses péripéties et combats. Pour s'assurer que tout le monde soit content, on a un Claude Nandilo, Mark Dou, qui interprète le personnage dans certains d'entre eux, mais également un jeune détective Dee sur le modèle de Mark Chao, généralement joué par He Ming-han. Mais cette influence dépasse le cadre de ses films récents. Ainsi, bien que Tsui Hark ait produit son dernier film consacré à Wong Fei-hung en 1997, on voit apparaître des œuvres qui s'inscrivent directement dans son héritage, reprenant tous les éléments iconiques du personnage et de son entourage, quand ce n'est pas directement son interprète principal, l'ancien expert de Wushu Vincent Zhao. Même Histoire de fantôme chinois a eu droit à son remake chinois direct-to-vidéo avec The Enchanting Phantom. Si la productivité est assurément au rendez-vous, avec des centaines de titres produits désormais chaque année, qu'en est-il de la qualité ?
Bien qu'il soit un peu injuste de faire une telle généralisation au vu du nombre de films produits, on ne peut pas dire que le résultat soit très brillant. L'action est souvent mal mise en scène et maladroitement chorégraphiée. Les intrigues sont souvent simplistes et répétitives. Les thèmes bas du front. Mais les choses s'améliorent petit à petit. Effets spéciaux et production value gagnent en qualité. Certaines séquences d'action sont maintenant solides à défaut de plus. Et il y a quelques bonnes trouvailles créatives d'un film à un autre qui rend leur visionnage à minima intéressant. The Enchanting Phantom par exemple, nouvelle adaptation de Pu Songling clairement sous inspiration du Histoire de fantôme chinois de Ching Siu-tung, sans être au niveau de son modèle, est un film qui tient la route et parvient à apporter suffisamment d'éléments distincts pour avoir sa propre personnalité. En 2022, on peut dire que la tentative de réappropriation des genres du wuxiapian et du kung-fu est complète. Hong Kong ne pouvant plus engager de crédit suffisant pour faire ce type de film en solo et étant de facto continentalisé par l'effet de la loi de sécurité nationale, aucune alternative ne peut venir de ce côté-là. Taïwan est une voie négligeable, à peine capable de produire un wuxiapian à l'occasion pour un public de niche. La Chine occupe le terrain sans partage, et le petit monde de l'exploitation participe grandement à cette dynamique. Ce microcosme direct-to-video synthétise ce que le cinéma chinois peut faire de pire. Entre l'omniprésence d'effets spéciaux numériques ultra artificiels, le nationalisme forcené et les scénarios génériques, c'est à la fois le royaume des producteurs opportunistes cherchant à faire de l'argent facile et l'expression des fantasmes d'une partie de la population chinoise envers son passé et son présent, plus ou moins aiguillés par le gouvernement. Mais dans ce marasme, quelques œuvres de qualité parviennent à éclore. Il est toutefois difficile de les identifier dans l'avalanche de titres produits. C'est aussi un bon moyen de développer l'expérience des acteurs et techniciens qui pourront ensuite potentiellement travailler sur des œuvres d'envergure plus importantes. Ce dynamisme, s'il est allié avec une liberté créative accrue, pourrait à long terme permettre à l'industrie cinématographique chinoise, de ses petits à ses gros budgets, de s'imposer comme une des plus intéressantes au monde.